Pitié Marvel, rendez-nous Tony Stark. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis allé voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania et je vais en faire ma critique. Alors il faut juste vous dire que je me suis levé, si je suis un peu au ralenti, je me suis levé ce matin à 5h du matin, on est mercredi quand je tourne la vidéo. Là il est minuit 52, je tourne ma critique. J'ai été voir le film à 21h45. Donc je vais quasiment faire un tour d'horloge avant de poster la vidéo. Donc voilà, je suis pas en pleine forme, mais j'avais envie de vous donner cette critique le plus rapidement possible pour vous faire aussi une idée sur la dernière production Marvel. Et voilà, avoir des avis différents parce que j'ai vu en fait quelques critiques, je vous cache pas, avant d'aller voir le film. Et je me suis dit, vu les critiques très négatives de tous les youtubeurs que j'ai pu regarder, je me suis dit, le film, c'est une purge, je vais le dézinguer en critique, c'est sûr, ça va être un truc de malade. Et ben au final, pas tant que ça. C'est pas aussi catastrophique que ça en a l'air. Donc je vous fais vraiment la critique à chaud, là, je viens de sortir, je vous dis, je viens de rentrer de la salle de ciné. C'est vraiment à chaud, ça va peut-être être un peu le désordre dans ma façon de vous présenter le film, mais voilà, c'est mon ressenti, je vais balancer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vu, tout ce que voilà, je peux vous ressortir. Donc il y aura une partie non spoiler dans un premier temps sur la vidéo, et dès qu'il y aura la partie spoiler, je l'annoncerai, il y aura un petit bandeau en haut, donc vous pourrez quitter la vidéo, aller voir le film et revenir par la suite pour voir si vous êtes d'accord avec moi ou non. En tout cas, on va partir sur la critique non spoiler du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc film réalisé par Peyton Reed qui a déjà fait le 1 et le 2. Alors le 1 j'avais aimé, franchement, le 1 je l'avais trouvé intéressant, c'était la création d'Ant-Man. Le 2 je l'avais trouvé nul à chier, je vous le dis clairement, j'avais trouvé vraiment ça nul. Et le 3 pour moi rehausse le niveau. Je mettrais peut-être dans l'ordre le 1, le 3, le 2, mais on n'est plus dans les mêmes enjeux au niveau de Marvel et au niveau du MCU, donc c'est difficile de le juger, mais en tout cas des films de la phase 5, enfin phase 4, phase 5 mélangés, c'est pas le pire. Clairement, c'est pas le pire. Donc dans les rôles principaux, on a toujours donc Paul Rudd en Ant-Man et Evangeline Lilly en la Guêpe, The Wasp. On a Michael Douglas qui joue Hank Pym et Michelle Pfeiffer qui joue Janet Van Dyne. Et on a une autre protagoniste qui entre en jeu, c'est-à-dire la fille de Scott Lang, donc de Ant-Man, qui est Catherine Newton, qui joue Cassie Lang. Donc voilà, on a ces 5 personnages-là qui sont les acteurs principaux, avec bien sûr Jonathan Majors qui joue Kang le Conquérant. Alors qu'est-ce que ça vaut Ant-Man Quantumania? Eh ben c'est pas si catastrophique que ça. Clairement, j'y suis allé, franchement, je vous le dis, comme au début de la vidéo, avec des a priori, je me suis dit ça va être une catastrophe, je vais m'ennuyer, ça va être horrible. Et au final, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était pas exceptionnel, ça c'est clair. Le jeu des acteurs, il est classique, la réalisation elle est classique, il n'y a pas de plan magnifique, c'est que du CGI. CGI qui n'est pas si catastrophique que ça, de ce que j'ai vu là, des amas, des CGI dégueulasses. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop mal fait, faut pas abuser non plus. On sait ce qu'on va voir. On va voir un film Marvel, on va pas voir un film d'auteur, on va pas voir un The Batman ou un Dune ou un Avatar qui a explosé au niveau technologique, vraiment. On sait ce qu'on va voir. On va voir un film Marvel, on va voir un film du MCU qui a une continuité sur les 5-6 prochaines années avec en conclusion un Avengers, on le sait tous, ça finira comme ça. On attendait cette phase 5 puisque la phase 4 était vraiment en dents de scie, voilà, à part Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il faut dire que les autres films qui sont sortis, notamment Thor, Love and Thunder et tout, c'était pas une franche réussite. Et moi, je vous le dis clairement, Ant-Man, je le place au-dessus de Thor Love and Thunder. Enfin, et j'adore pourtant le personnage de Thor.
Donc on n'est pas non plus sur une catastrophe cinématographique ou une catastrophe marvelienne. Clairement, il y a des films Marvel moins bons que celui-là. Enfin, voilà. Après, comment vous dire sans rentrer dans la partie spoiler, on est toujours dans la partie non spoiler pour pas vous spoiler le film. Voilà, c'est un film qui a pas trop d'enjeux. Mais en même temps qui arrive à insuffler quelque chose de nouveau et qui enfin va nous montrer un petit peu ce que va donner la suite des aventures de Marvel et notamment des futurs Avengers. Donc enfin on attendait ça depuis le temps, la phase 4 c'était une phase de transition, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait rien qui était présenté, le gros méchant n'était pas annoncé, là on nous annonce Kang le Conquérant, on y reviendra plus en détail dans la partie spoiler, mais enfin voilà, on a le méchant, il est introduit, et son histoire est expliquée. Donc déjà, c'est une bonne chose. Paul Rudd, pour moi, fait bien le job. Il commence à être un peu vieillissant quand même. C'est un acteur qui a plus de 50 ans, donc il va falloir qu'il passe la main à un moment donné. Et moi, ce dont je redoute un petit peu pour la suite de Marvel, c'est qui vont être les nouveaux Avengers, quoi. Clairement, c'est pas les anciens qu'on a là, comme Scott Lang, etc., Ant-Man, même Thor, Chris Hemsworth qui commence à vieillir. C'est pas eux qui vont mener les Avengers à la bataille. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qui ils vont nous mettre en Avengers. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune personne charismatique qui ressort des films Marvel et de ce film-là, Ant-Man. C'est pour ça que j'ai nommé ma miniature « Rendez-nous Tony Stark ». Quand est-ce qu'ils vont nous remettre un personnage de cette trempe-là ? Je pense qu'il faut faire le deuil de tout ça, il faut faire le deuil des 10 ans qu'on a vus avant des films Marvel. Les Infinity War Endgame, tous les Iron Man, les Thor, les Captain America, voilà. Où sont Tony Stark ? Où sont Steve Rogers ? Tout cela, c'est terminé. Mais il manque quand même ces personnages-là. Un Tony Stark qui a du charisme, qui mène le film juste par sa présence et sa personnalité. Il n'y a plus ça. C'est pas Scott Lang dans son petit costume d'Ant-Man qui va jouer ce rôle-là, c'est clair. Et pour l'instant, j'ai pas de personnage, je retrouve pas de personnage qui pourrait tenir ce rôle-là. Donc j'ai entendu dans certaines critiques que ça parlait du Star Wars du Wish, etc. Alors c'est vrai que ils ont créé un monde, ce monde subatomique, où ils vont donc pénétrer dans ce monde-là, ils vont rentrer dans ce monde qui est le monde de l'infiniment petit, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des inspirations de Star Wars, je vais pas le nier, il y a des inspirations de Star Wars dans les colonies qu'ils vont rencontrer, les personnages qui sont un peu loufoques, sans jamais atteindre le niveau de George Lucas, c'est un peu vite expédié, etc. C'est pas très développé au niveau de ces personnages-là. Mais voilà, il y a quand même tout un écosystème et tout des tribus qui sont construites autour de ce monde-là et autour de Kang le Conquérant, qui lui a monté une espèce de mégalopole dans ce monde subatomique. Et pareil, on en reviendra plus en détail dans la partie spoiler. Mais voilà, et donc tout le film se compose derrière des écrans verts. Donc clairement, on est sur du CGI du début à la fin du film. Il y a les 15 premières minutes qui sont sur Terre, voilà, avant qu'ils rentrent dans le monde subatomique. Et ensuite, les 90% du film, tout le reste, le film dure 2 heures, tout le reste, c'est sur du CGI et du fond vert. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas si catastrophique que ça. Les effets spéciaux, parfois ça se voit un petit peu, c'est clair qu'on voit les incrustations, mais on n'est pas non plus sur de la bouillie de pixels, faut pas déconner, quoi. Franchement, ça reste quand même assez bien fait. Les effets spéciaux sont pas non plus achetés à la poubelle, quoi. On est dans un monde de Marvel, on est dans un monde infiniment petit qu'on connaît pas, un peu bizarre, avec des formes et d'une faune et une flore un peu chelou. Mais je trouve que ça fait le job, ça fait le taf. Après, en termes de direction artistique, c'est sûr qu'on est souvent sur les mêmes styles de décors, les mêmes trucs. Voilà, on va pas voyager dans des montagnes, dans des prairies, voilà, on reste sur un monde un peu coloré, multicolore, avec des espèces
de texture un peu gélatineuse. Voilà, on reste sur ce style-là de paysage. Et c'est vrai que pendant 2 heures, on se prend un peu ça dans la tête. Si on fait abstraction de tout ça, le film se digère bien, franchement. C'est assez sympa à regarder. Et clairement, celui qui sort son épingle du jeu, je trouve, c'est Jonathan Major en Kang le Conquérant. Voilà. Clairement, Paul Rudd fait bien le job en Scantling. Mais celui qui sort son épingle du jeu, c'est Jonathan Major. Comme l'avait fait un peu Thanos, mais attention, hein, c'est pas du niveau de Thanos quand même, hein, faut pas déconner. Et puis c'est l'introduction du personnage. Donc est-ce qu'il va être plus développé derrière et est-ce qu'il va prendre de l'ampleur ? Je sais pas. Mais par contre, il n'arrive pas au niveau de Thanos pour l'instant. Mais voilà, Jonathan Majors joue très bien son rôle. Et je trouve que voilà, il sait montrer un peu le danger qu'il pourrait procurer dans les futurs films de Marvel, quoi. Donc avant de passer à la partie spoiler, est-ce qu'il faut aller voir ce film ? Pour les fans de Marvel, moi je suis fan de Marvel, allez faire votre propre avis. Honnêtement, le film, je vais pas vous dire que ça vaut le détour, qu'il faut absolument aller le voir, etc. Mais voilà, il y a quelques petites scènes clés qui nous amènent vers la suite de ce que veut faire Kevin Feige, même si ça reste peut-être encore un peu flou, mais ça y est, on commence à dessiner les contours de ce que ça va être. Enfin, on voit quelque chose de concret, jusque-là qu'on voyait rien du tout, hein. Dans les autres films de Marvel, on explorait le multivers avec Doctor Strange, mais ça parlait pas trop de Kang. Thor Love and Thunder, rien du tout, ça parlait pas du tout de multivers ni de rien du tout, c'était vraiment un film one-shot. Il y a eu quoi d'autre ? Wakanda Forever, j'en parle même pas, franchement, alors là, à part parler des mecs sous l'eau et puis du Wakanda, ça parlait de rien du tout. Donc c'était vraiment des films one-shot où ça suivait quasiment pas le MCU. Là, enfin, ça y est, on rentre dans le Marvel Cinematic Universe. Il y a un truc. Donc si vous voulez commencer à voir ce qui se profile à l'horizon, allez voir ce film. Si vous n'êtes pas fan de Marvel, pas fan des super-héros, tout ça, vous risquez peut-être de vous ennuyer un petit peu. Mais c'est pas aussi catastrophique que ce que vous pouvez voir sur YouTube, toutes les critiques catastrophiques qui sont lancées comme ça. Le film est lancé en pâture, c'est une catastrophe, c'est une purge, c'est nul, c'est une bouillie de pixels, c'est dégueulasse, c'est pas possible, mais quelle horreur. Non, c'est pas à ce point-là. Donc, c'est que mon avis, hein, il est subjectif. Peut-être que vous allez peut-être vous fier à mon avis, aller le voir, et puis vous allez peut-être vous dire ah, mais Thomas, il avait complètement tort, c'est n'importe quoi, c'est nul. Moi, personnellement, subjectivement parlant, pour moi, ça a été. J'ai pas sauté au plafond, mais ça reste un film Marvel classique, mais dans la lignée de ce qu'on connaît pour l'instant, mais un cran au-dessus de tout ce qu'on a vu pour l'instant. Donc, je vais pas commencer à défoncer le film, alors qu'il mérite pas forcément toutes les mauvaises critiques qu'il a actuellement sur le dos. Donc, allez voir le film, faites-vous votre propre avis, et puis après, revenez et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Du coup, on va rentrer dans la partie full spoiler, donc je vous mets en garde, hein, il y a un bandeau qui s'affiche. On va rentrer dans le full spoiler, on va parler de l'histoire et puis de certains personnages qui m'ont plu, d'autres qui m'ont déplu. Donc on rentre en full spoiler dès maintenant, donc si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo, revenez après. Donc on commence par quoi ? On retourne dans le passé en fait avec Janet Van Dyne, qui donc jouée par Michelle Pfeiffer, qui est dans le monde subatomique avant qu'elle se fasse récupérer par Ant-Man et son mari. Du coup, elle rencontre à ce moment-là, elle est dans sa cabane dans le monde subatomique là, elle fait sa vie. Elle se fait attaquer par des ennemis et elle se fait sauver par un individu qui s'avère être Kang, Jonathan Majors, qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas que c'est Kang encore. Il arrive dans une espèce de vaisseau spatial, et ce vaisseau spatial a des technologies ultra avancées, et Janet Van Dyne se dit, grâce à ce vaisseau, elle va pouvoir effectivement retourner dans son monde, et donc avec Jonathan Majors, avec Kang, elle va essayer de réparer son vaisseau, notamment grâce à une technologie qui est un peu détruite à ce moment-là. Et en réparant cette technologie, après des semaines et des semaines d'études et de réparation, de trucs qui galèrent, elle a des flashs et elle se rend compte que face à elle, elle a un ennemi redoutable
qui a déjà bousillé plein de multivers et qui s'avère être un ennemi et qui pourrait détruire des milliards et tuer des milliards de vies parce que voilà, il veut conquérir les univers, c'est même pas le monde, il veut conquérir tous les univers existants. Donc elle se méfie de ça, elle casse son espèce de mécanisme qui lui permettrait de revenir dans son monde à lui. Et pourquoi il est enfermé là-dedans? C'est parce que tous ces variants, et ça c'est nommé dans Loki, dans la saison de Loki, c'est justement un des variants de Kang qui dit ça à Loki. Et ça sera important pour la fin, pour les scènes post-génériques, on en parlera tout à la fin de la vidéo. En fait, tous les variants de Kang ont envoyé le Kang qu'on voit dans Ant-Man dans ce monde subatomique parce qu'il est... ce monde-là est coupé de l'espace et du temps. Et comme Kang le Conquérant dirige l'espace et le temps, et là, il n'a aucune emprise sur ce monde-là, et du coup, il ne peut pas s'échapper. Donc, ils l'ont enfermé là parce qu'il est en train de détruire tous les univers, et c'est pourquoi, en fait, ils ont enfermé, du coup, Kang le Conquérant dans ce monde subatomique où il ne peut pas s'échapper. Donc, ça permet aux autres Kang d'être libérés du gros méchant Kang, on va dire, celui qui est le plus dangereux. Et donc, du coup, ils l'ont enfermé dans ce monde subatomique. Mais Janet Van Dyne s'en rend compte, et du coup, elle le laisse enfermer dans ce monde-là, quoi. Et là où il va y avoir certaines facilités scénaristiques, c'est comment, en fait, nos héros de maintenant, donc Ant-Man, Cassie Lang, tout le monde, là, va se retrouver de nouveau dans ce monde subatomique face à Kang. Et en fait, c'est là que c'est un petit peu naze. C'est-à-dire que c'est comme quand Scott Lang, en fait, dans Avengers Endgame, il a été sauvé par un rat qui appuie sur un bouton dans le camion, quoi. C'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que Cassie Lang a créé une machine qui permet de communiquer ou de voir un peu le monde subatomique. Janet Van Dyne va péter un câble. Non, il faut pas que tu inventes ce genre de machine. Elle va la casser. Et en la cassant, ça va les faire aspirer dans le monde subatomique. Donc c'est vraiment le côté hyper facile pour les faire renvoyer dans ce monde-là. Ils auraient pu trouver autre chose, mais c'est vraiment le côté « Ah, j'ai cassé une machine, hop, ils rentrent dedans. » Donc ça, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu trop facile. Mais bon, passons ce côté facilité scénaristique. Ils atterrissent tous dans ce monde subatomique et ils sont séparés. Donc il y a Cassie Lang avec son père qui sont d'un côté et puis tous les autres de l'autre. Ils vont essayer de se retrouver. C'est là qu'ils vont, comme je vous ai dit en début de vidéo, trouver d'autres peuples qui ressemblent vraiment à des peuples de Star Wars avec des espèces de huttes. Enfin, vraiment, on se croirait dans le désert dans Star Wars avec les espèces de maisons où il y a tous les espèces de bars où il y a de la musique, où ils rencontrent Han Solo, tout ça. Ça fait un peu le même style en fait. Vraiment, on retrouve un peu ce genre de personnage-là. Avec un certain humour qui est un peu graveleux parfois et qui est un petit peu lourdingue. Alors c'est quand même moins, il y a quand même moins d'humour qu'avec Taika Waititi, notamment dans Thor Love and Thunder. Il y en a quand même beaucoup moins, heureusement. Mais il y en a quand même encore un peu. On est loin de l'humour subtil d'un Tony Stark. Ou voilà, on en revient à ça. Avant, l'humour était subtil dans les Marvel. Dans les 10 premières années, c'était assez subtil quand même. Il y avait des blagues un peu lourde, mais ça passait bien. Là, maintenant, on est vraiment dans la blague un peu parfois enfantine. La blague tout public, familiale, faut que les enfants viennent, pas qu'il y ait trop de violence. Enfin, voilà, on sent que Disney part vers ce côté-là aussi pour attirer le plus de monde possible. Et du coup, c'est très édulcoré, c'est très rose, c'est très mignon. Et ça, c'est ça qui dérange un peu, je pense aussi, beaucoup de gens qui sont allés voir le film, c'est que c'est trop édulcoré. Et moi, c'est pareil. Les petites blagues à 2 balles, bon, ça va bien 5 minutes, mais voilà, passé un certain âge, on a envie qu'ils soient un peu plus sérieux, que ça fasse un peu du Zack Snyder comme chez DC Comics à l'époque, ce qui va plus se faire non plus maintenant avec James Gunn, ça fait un peu peur, mais bon, voilà, qui s'oriente aussi vers le côté un peu Marvel du truc, mais il y a des blagues un peu graveleuses, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, donc ça passe quand même. Le film, on arrive à le suivre sans non plus... Il n'y a pas des blagues toutes les 2 minutes, quoi. Donc ils continuent leur périple, et en fait,
Kang le Conquérant va s'apercevoir de la présence de tout ce petit monde dans le monde subatomique. Et il va enlever Cassie et Scott et il va faire un deal avec Scott sous la menace de tuer sa fille. Il va dire tu me récupères l'objet en question qu'il a besoin pour quitter le monde subatomique, sinon je tue ta fille. Donc voilà, le pitch de l'histoire c'est ça en fait. C'est vrai que c'est pour ça que je vous parlais d'enjeu qui n'est pas énorme, c'est que l'enjeu c'est récupérer l'objet pour le donner à Kang pour que Kang puisse quitter le monde subatomique et aller se venger de tous ces variants qui l'ont enfermé ici. En gros, c'est ça qu'il veut. Il veut se venger de tout ça. Et le pitch de l'histoire, c'est ça. Donc l'enjeu, c'est vraiment sortir du monde subatomique. On n'est pas encore dans un enjeu un peu Avengersien, on va dire. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Où les Avengers vont s'unir pour combattre Kang. On sait que ça arrive sur Secret Wars. Si vous connaissez les BD, si vous lisez un petit peu, je vous invite à aller voir un peu le pitch de Secret Wars. C'est tous les super-héros de tous les multivers qui s'unissent contre un méchant unique. Donc, s'ils en arrivent à là, je pense que ça va monter crescendo, mais pour l'instant, là, dans ce film-là, Ant-Man, l'enjeu, c'est ça, c'est sortir du monde subatomique. Donc, c'est pas un enjeu colossal, et il y a des facilités aussi au niveau des combats, parce que on comprend bien que Kang a déjà tué plein d'univers, des milliers d'univers, et il a déjà tué des Avengers, il le dit dans le film, j'ai déjà tué d'autres Avengers, d'autres mecs comme toi. Et là, dans le monde subatomique, il se fait battre à la fin du film par juste Ant-Man et sa fille et la guêpe qui grandissent et qui, juste par leur taille, arrivent à contrer Kang, etc., malgré ses pouvoirs. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir de l'espace et du temps dans le monde subatomique, et du coup, il n'a pas ses pleins pouvoirs pour contrer Ant-Man, mais là, c'est juste le simple Ant-Man avec ses 2-3 copines qui vont réussir à battre Kang. Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. À la fin, il se fait un peu aspirer dans son espèce de mécanisme quantique, là. Donc je pense pas qu'il soit mort, il va revenir. Mais en tout cas, voilà, ils arrivent à le contrer comme ça et à retourner dans leur monde par la suite assez facilement avec le peuple, du coup, qui était un peu les rebelles, qui reprennent le contrôle de leur monde subatomique, qui sont tous contents. Voilà, happy end. Ça se finit un peu comme ça. Donc, c'est vrai que le pitch n'est pas très folichon, faut le dire. Après, ce film a le mérite quand même, du coup, de raconter l'histoire de Kang le Conquérant, de ses variants, de connaître un peu ses ambitions, et enfin d'introduire ce grand méchant qui, voilà, va être au centre des prochains Avengers, parce que c'est Kang Dynasty et Secret Wars. Donc on sait que il va être au centre des films Avengers, ou au moins du premier film Avengers, et il était temps de nous introduire ce personnage. Donc au moins ce film a le mérite, effectivement, de lancer la phase 5, comme ils disent. Peut-être pas avec brio, c'est peut-être pas le film là de malade qui relance le MCU, ça y est, mais ça a le mérite de lancer le début de la phase 5, on effleure peut-être le sujet, mais au moins on a enfin le grand méchant, ça raconte son histoire, pourquoi il est enfermé dans le monde subatomique, quelles sont ses ambitions, ses pouvoirs peut-être en dehors de ce monde subatomique, est-ce qu'il a plus de pouvoir que ça ou non, mais en tout cas, il a quand même ce côté un peu vicieux du méchant, cette vengeance et cette haine qu'il a envers tous ses variants, donc ça reste un personnage qui de par sa personnalité, amène quelque chose quand même d'intéressant pour la suite des films du MCU. Alors avant de parler des scènes post-génériques, on va quand même parler de deux choses qui fâchent, me concernant en tout cas. Il y a deux choses que vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. La première, c'est MODOK, c'est une catastrophe. MODOK, c'est juste pas possible ce personnage. Normalement dans les BD, voilà, il a des petits bras, des petites jambes, une grosse tête, il est difforme, il a une sale tronche. Alors effectivement, c'est plus ou moins amené comme ça dans le film, mais quand il a pas une sale tronche, c'est-à-dire que quand il enlève son masque, là, qu'on voit dans le trailer, en fait, il a une tête normale. En fait, c'est l'antagoniste du premier film Ant-Man. Quand il l'envoie justement dans le monde subatomique, il explique que en l'envoyant dans ce monde-là, il a été déformé dans ce monde et qu'il est devenu comme il est là et que Kang l'a récupéré et que c'est devenu un peu le bras droit de Kang. Un peu un soldat de Kang. Mais quand il enlève son casque et qu'on voit son visage, là, pour le coup, le CGI est dégueulasse.
et vous avez l'impression d'avoir pris, je sais pas, comme quand vous êtes gosse, d'avoir pris la photo de quelqu'un et de l'avoir étiré sur Paint et d'avoir sa tête qui s'étire comme ça, et après de l'avoir plaqué dans le film et de l'avoir ressorti comme ça, de l'avoir craché comme ça. Et là, pour le coup, MODOK, c'est une catastrophe. En plus, ils ont fait de ce personnage un espèce de bouffon du roi, mais un truc de malade. Il est débile. C'est un bouffon. Il est dangereux sans vraiment l'être. Ant-Man et l'équipe, là, sont tout le temps en train de se foutre de lui. Enfin, c'est ce personnage, c'est même la fin. C'est une catastrophe. À la fin, il meurt. Ils essayent de faire une espèce de drama autour de ça, mais ça marche pas du tout. C'est nul. C'est tellement nul. Ils auraient mieux fait de même pas le mettre dans le film, MODOK, pour le faire finir comme ça en plus. Oh là là, pitié. C'était nul. Alors donc, c'est vraiment le premier point négatif du film. C'est ça. MODOK, 0 pointé. Voilà, clairement. Deuxième chose, par contre, on va reparler du wokisme, on est en plein dedans, c'est la mode, voilà, j'aime pas trop employer ce mot-là, mais on va en parler encore. Les femmes dans Marvel, quoi. Je suis pas misogyne, hein. J'adore les femmes, j'ai aucun souci là-dessus. Le truc, c'est que quand la parité est respectée dans les films, je suis d'accord avec ce principe, hein. Parité homme-femme, il y a autant d'hommes que de femmes, mais là, Marvel et Disney, ils commencent à inverser la tendance. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus d'hommes dans les super-héros. Ça va être terminé. Là, il n'y a que des femmes. Janet Van Dyne, Cassie Lang, Hope Van Dyne. Hank Pym, il a quasiment pas trop de temps d'écran. Et Scott Lang, donc Ant-Man, bon, il fait un peu des blagues, quoi. C'est pas le héros badass, quoi. Peut-être à la fin, un petit peu, quand il se bat contre Kang, il veut un peu se sacrifier, et puis pour autant, c'est encore la guêpe qui va venir le sauver. Donc je veux bien. Par exemple, dans Endgame, il y avait cette scène avec toutes les filles qui débarquaient pour combattre Thanos. C'est un clin d'œil, c'est sympa, ça marche bien. Mais ils sont où les bonhommes maintenant dans Marvel ? Les futurs Avengers, ça va être quoi ? She-Hulk, Captain Marvel, Miss Marvel, Cassie Lang, la Hawkeye féminine là, qui a été introduite. Ça va être que des gonzesses. Wakanda Forever là. Le Black Panther, c'est une gonzesse. L'espèce de Power Rangers là, qui est censé remplacer Iron Man, la gonzesse dans Wakanda Forever. La jeune, là, qui est eu surdouée et qui te fabrique des machines, pareil, des armures. Enfin, ça fait déjà 7, 8 gonzesses. Enfin, il n'y a que, maintenant, des femmes qui vont inverser la tendance, quoi. Bientôt, il n'y aura plus de bonhommes. Où sont nos Captain America ? Où sont nos Iron Man ? Où sont nos Hulk ? C'est fini. Et c'est ça qui me dérange. C'est que, qu'il y ait une parité respectée homme-femme, pas de problème. Mais là, c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que bientôt, il n'y a plus d'hommes. Bientôt, l'homme blanc est éradiqué des Marvel, quoi. Moi, je veux bien, mais moi, je veux du Captain America, je veux du Iron Man, je veux du Black Panther bien badass, quoi, avec T'Challa, etc. Et là, ils sont en train d'inverser la tendance complète, quoi. Donc, bon, c'est bien sympa de vouloir montrer que Disney est dans l'air du temps et que, oui, regardez, on montre des femmes, des minorités, des trucs, on montre tout ça, c'est génial. Mais là, ça inverse tout, et ça commence à me gonfler, en fait. Et de plus en plus, vraiment. Là, je vous dis, dans Ant-Man, bah, c'est quasiment les femmes qui ont le pouvoir, quoi. Voilà, dans She-Hulk, c'est pareil. Dans Miss Marvel, c'est pareil. Dans Captain Marvel, il va y avoir 3 femmes. Captain Marvel, la Black, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a eu des pouvoirs dans WandaVision. Il va y avoir Miss Marvel. On va avoir que des films avec des femmes, quoi. Donc, encore une fois, j'ai rien contre les femmes, mais il faut que la parité soit respectée dans les deux sens. Il ne faut plus maintenant qu'il n'y ait que des femmes et qu'on éradique les hommes des films de super-héros, quoi. Et c'est ce qui est en train un peu de se passer. Donc c'est le deuxième point négatif et c'est le deuxième truc qui m'agace et qui m'a agacé aussi dans ce film en disant encore une fois, il faut montrer le wokisme. J'aime pas ce mot-là, et du wokisme entre guillemets. Bon, voilà, c'est rébarbatif et ça commence vraiment à me prendre le chou, quoi. Clairement, donc j'adore les films Marvel. Je suis fan de la première heure, mais des 10 années qui se sont écoulées,
La phase 4, c'était moyen. La phase 5, elle débute. On va attendre la suite des films, on va pas juger tout de suite comme ça. Pour moi, elle débute pas sur les chapeaux de roue, mais elle débute tout doucement. Mais au moins, enfin, on introduit Kang. Et donc, on en arrive justement aux scènes post-génériques, où il y en a 2. Donc, une après les premiers crédits, et à la fin, totalement générique, il y en a une deuxième. Donc, que je me trompe pas, la première scène, on voit 3 Kang. Les variants de Kang, en fait. Les 3 principaux, un peu futuriste, un autre un peu pharaon, et puis un troisième, je sais plus exactement comment il est. Et ils se parlent tous les 3, et ils comprennent que du coup, il y a une confirmation que le fameux Kang le Conquérant qu'ils avaient exilé dans le monde quantique a été tué, mais pas par d'autres Kang, par Ant-Man, des Avengers, enfin par d'autres personnes. Et donc, ils commencent à avoir peur en se disant, si ils commencent à piger le multivers, à comprendre ce qu'on a mis en place, etc., ils risquent d'être dangereux pour nous, donc il faut qu'on intervienne tout de suite. Et donc, ils veulent lancer une espèce d'offensive. Et il y a un des Kang variants qui dit, vous en avez ramené combien? Et là, il dit, je les ai tous ramenés. Et là, il y a un plan sur une arène où on voit des Kang qui apparaissent, et il y a une espèce d'arène avec des milliers de Kang dans tous les sens, qui sont tous en furie, en mode ça y est, on va passer à l'attaque, c'est bon. Donc là, voilà, on a vraiment la menace de Kang, des variants, des milliers de variants de Kang de tous les multivers qui sont là et qui commencent à menacer les futurs Avengers qui vont être mis à l'écran. Donc là, voilà, on a enfin la démonstration du pouvoir de tous les Kang réunis qui risquent d'être hyper dangereux et qui vont amener à ce combat final qu'on aura dans les Avengers. Donc là, ça y est, on touche du doigt le début de la menace réelle des futurs films, quoi. Et la deuxième scène post-générique, elle arrive tout à la fin des crédits, et là, par contre, ça nous tease la saison 2 de Loki. Donc là, ça nous tease la série. Donc c'est rare que ce soit le film qui tease, c'est plutôt la série qui tease les futurs films. Là, c'est l'inverse. Et dans cette scène-là, on voit Mobius et Loki qui sont assis sur une scène dans une époque, on va dire un peu 1920, ou je sais pas trop quelle époque c'est, 1890, 1900, 1920. Ils sont habillés un peu dans ces années-là. Et il y a Mobius qui parle à Loki et qui lui dit... Il y a quelqu'un qui parle sur une scène, et il s'avère que c'est un des variants de Loki, un des variants de Kang. Et donc Mobius lui dit, mais c'est lui l'ennemi dont vous parlez, il a pas l'air très dangereux. Et Loki regarde avec méfiance ce fameux Kang et lui dit, vous fiez pas à ça, c'est un homme très dangereux, il dit un truc dans le genre. Et là, bim, fin de scène post-générique, donc qui tease la suite, la saison 2 de Loki. Et donc là, c'est intéressant parce que voilà, on a encore un autre Kang et on va avoir vraiment ce lien entre la série et le film qu'on a qu'on a vu là, donc pour Ant-Man. Donc franchement, les 2 scènes post-génériques sont vraiment sympas. On voit la première menace, on voit le teasing de la saison 2, et donc ça fait le job. 2 bonnes scènes post-génériques. Jusque-là, on avait toujours eu des scènes post-génériques un peu bidons. J'avoue, là, enfin, ça tease vraiment la suite. Donc ça y est, on est lancé, on est beaucoup plus lancé dans le MCU que les films précédents. Ça, c'est clair, en tout cas. Donc voilà, on arrive sur la fin de la critique. C'était peut-être un petit peu décousu, je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, je pense avoir résumé vraiment le fond de ma pensée. Il est tard, je suis fatigué, j'avais envie de vous faire cette critique pour que vous l'ayez assez rapidement et que vous puissiez vous faire une idée du film. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, mettez une petite cloche, lâchez des pouces, c'est vraiment important. Ça aide vraiment. Voilà, si vous aimez mon travail, que vous aimez la critique, que vous aimez les vidéos que je fais, lâchez des pouces, c'est super important pour moi. Ça me ferait super plaisir. On se revoit rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.